Comme le raconte souvent René Béville qui vient ici témoigner un petit peu, cette génération-là, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle aidait en fait les tontons. Quand eux perdaient la planche, ils avaient entre le temps qu'ils reviennent à la nage au bord, eux ils avaient le temps de pouvoir monter un peu sur la planche, de faire des petits tests, et c'est un peu comme ça qu'ils se sont transmis et qu'eux ont découvert. Mais surtout là, il y a une grande révolution, c'est la révolution des matériaux. Parce que là, à cette époque, les planches, elles sont hyper lourdes. Vraiment, c'est peut-être 50 kilos, c'est dur à déplacer, on se fait mal. Et là, en fait, on est après-guerre, et là, c'est la révolution en fait, des polystyrènes, des polyester. Et là, les planches, déjà, elles s'allègent, donc c'est beaucoup plus facile. Les filles aussi, du coup, il y a le surf féminin, qui est les filles, elles peuvent, la famille de l'âne, on peut porter les planches, on se fait un peu moins mal. Donc cette génération, on va dire qu'elle, elle est vraiment beaucoup plus surf. Eux, ils étaient quand même, ça bossait, enfin, c'était beaucoup d'adultes. Eux, c'est un peu la génération voilà, qui va partir et en profiter vraiment au maximum. Donc là, il y a plein de petites légendes du surf français, les Lartigot, les Béguet, etc. Et comme Christophe est là, peut-être tu peux faire un petit mot. En fait, tu veux nous expliquer un petit peu, non? En fait, avant, voilà, c'était de la transmission plutôt intergénérationnelle, jusqu'à ce que le papa de Christophe, en fait, crée la première école de surf. Et là, du coup, voilà. Bah dis-leur, je sais pas, fais un petit lien, quoi. Non mais voilà, simule. Ah ouais, et lui, est-ce que tu as bien appris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il monte aussi le premier magasin, vas-y. On en est où? Non, mais voilà, là c'est un apprentissage un peu intergénérationnel, et puis bon, on en arrive à ce que, voilà, là c'est hyper confidentiel. C'est pas une pratique qui est très démocratisée, mais je pense que voilà, c'est le moment où il va y avoir l'opportunité de commencer à apprendre le surf à ceux qui ont envie, et donc la création. Je fais assez vite, hein, parce que là vous n'allez pas rester 2 heures, normalement tous les panneaux. Mais d'où la création. Tu te souviens en quelle année en fait on perd l'école? La première 66. En 66. Voilà. Donc Le en shop en 66. 65. Le shop en 65, donc voilà, hein, le père de Christophe qui monte le premier surf shop. Donc on peut dire que c'est aussi le début du surf business. Donc à l'époque, il n'y a pas de matos, etc. Donc voilà, c'est aussi les débuts des imports. En fait, ton père il importait. Et comment il se démerdait en fait, quoi? Comment il arrivait à trouver Internet. Dans les bois. Donc voilà, non mais c'est vrai, ouais, le voyage. Bah, aussi, il allait aux bougeait, États-Unis. quoi. Ouais, voilà. Il y allait, et il allait pas mal en Floride et Californie récupérer Le catalogue. non, espèce de sample, quoi, tu vois. Ah, et, oui, ouais. et après il disait ouais, moi je veux ce modèle avec ce dessin et Ok. telle quantité, et puis Ok. Ouais, parce qu'est-ce qu'il y avait dans le surf shop à l'époque? De la wax, du board short, des revues. La Wax, du Surfer Magazine, des board shorts, des planches, des leash, des stickers, enfin, un peu de tout, quoi, un surf shop. La base d'un shop, quoi. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il y avait très peu de. Il n'y avait pas internet, donc personne n'avait vraiment. Les revues, enfin le Surfer Magazine, qui était un peu la Bible magazine du surf, ça permettait aussi pour tous ici de découvrir voilà, du voyage, d'autres vagues. En fait, la transmission de la culture, elle passe aussi par les magazines. Ici, il n'y avait rien encore, donc c'était hyper important. Le surf shop, c'était vraiment le lieu aussi où ils ont pu apprendre, développer. Il y a aussi l'arrivée du skate quoi, qui joue pas mal, non? Années 80, ça, plus, hein. Non, Ouais. les premiers skates, là, c'est lui qui les importe aussi, non? Ouais. Voilà. Et donc, enfin voilà, chez l'Artigo, quoi. Enfin, ils étaient bien à bloc aussi, quand même. Enfin, je sais pas, François avait discuté tout ça. Donc voilà, les années 60 qui commencent à. Où le surf. Alors, il y a aussi pas mal de voyageurs. Il y a aussi pas mal de voyageurs, donc il y a des échanges avec voilà, des Californiens. En fait, De René, qui est un des teutons, lui, il va rédiger pour ce magazine dont je vous parlais, là, pour le Surfer Magazine, il va rédiger un article. Il va envoyer un article pour dire, en fait, on a aussi des vagues en France. Et cet article, il va paraître dans le Surfer Magazine américain. Et là, du coup, c'est la révélation parce qu'ils aiment voyager. On sait qu'il y avait du surf aussi en Espagne, au Portugal et machin. Et en fait, là, les surfeurs américains découvrent qu'il y a du surf ici avec l'article de René. Et donc, quand ils arrivent, en fait, ils font un peu la route et ils savent qu'ils vont trouver des vagues. Et donc, ils commencent à s'arrêter. Et en s'arrêtant, ils amènent des planches qu'ils vont vendre après aux locaux. Il y a une culture, la culture du board short, etc. La musique aussi. Enfin, ils amènent leur culture, quoi. Donc,
là, il y a un vrai échange qui commence à arriver. Et puis voilà, on est dans les années 68, c'est San Francisco, les pétards, les acides. Il y a un bar là-haut, il faisait pas mal la fête, le rock, toute la musique comme ça, un peu, enfin, pas underground, mais la musique, elle va aussi influencer pas mal le style de vie, quoi. Ça va bouger un peu le style de vie, et donc voilà, c'est un peu le début d'une culture surf alternative. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, quand même, c'est la guerre au Vietnam. Et les mecs, ça déconnait pas, quoi. T'étais appelé, c'est direction le Vietnam, et c'était des jeunes, donc pas envie d'aller faire la guerre. Donc il y en a beaucoup qui s'échappaient en fait, et qui refusaient d'aller faire la guerre au Vietnam, qui se barraient, soit en voyage, ou qui allaient se planquer, etc. Et il y en a pas mal aussi qui, en refusant la guerre au Vietnam, sont partis en trip, et quelques-uns sont passés par ici. Donc il y avait cette culture un peu, hippie, quoi. C'est la période hippie, San Francisco, non à la guerre et tout ça, quoi. Donc ça marque un peu la culture surf aussi, parce que les deux étaient un peu liés dans cette période-là de liberté, de pratique du surf. Donc voilà. Et donc ça nous amène sur les années 70. À la limite, je ne vais pas faire beaucoup plus, mais ça, c'est vraiment le début d'un peu de cette matrice qui dit mais en fait on veut vivre libre, on veut voyager, on veut découvrir des vagues partout sur la planète, et c'est ce qui va se passer dans les années 70. C'est-à-dire qu'en fait il y a un refus de conformité, on a envie de se barrer, on a envie de découvrir le monde, de vivre libre, et donc dans les années 70, là, le grand truc c'est de partir en voyage. Donc là c'est le surf trip, aller découvrir d'autres pays, les continents et tout ça, et là ça part vraiment alors bien psyché, on lâche tout, les parents sont pas contents, voilà quoi. Et, puis, et là, ça appuie encore plus cette idée, toujours un peu liée de liberté, du surf, d'un lifestyle, voilà, de la contre-culture, quoi. Donc, ça marque vraiment les années, ça c'est vraiment le début de ce qui va se passer dans les années 70, à l'inverse, et j'arrêterai là-dessus, à l'inverse des années 80, où en fait, après les années 70 qui sont super roots et anticonformistes, les années 80 c'est tout l'inverse. On fait du pognon, le surf business s'installe, les premières marques, les grosses compétitions, le début du sponsoring, ça devient plus une contre-culture mais plutôt un sport, on a envie de gagner, etc. Bon, c'est la culture des années 80, quoi, un peu plus fric, compétition, réussite. En fait, à l'inverse des années 70, on bascule dans l'idée de la réussite, de gagner de l'argent, de faire du biz et tout ça. Et donc les mêmes qui finalement pour la plupart qui avaient pris le chemin des années 70 un peu psyché, ils se disent qu'en fait, il y a un vrai business avec, voilà, il y a quelque chose à faire, quoi. Et, voilà. Et c'est l'arrivée des marques, Rip Curl, le Quick, toutes ces marques qui débarquent et qui amènent en fait une culture un peu du sport aussi, de la mode, donc voilà, et ils commencent à s'installer. Grâce à l'argent, ils vont faire les premières grandes compétitions. Donc nous, on est un peu tous des enfants de la fin des années 70-80. Rip Curl Pro, du zinc, le côté fluo du surf, tout ce délire-là, l'arrivée de Arena Surfmaster. Arena Surfmaster avec ce board, Moray Boogie pour les bodyboarders, tout le monde avec son Max 77. Et là, on rentre dans une culture du surf vachement plus populaire, quoi. Donc là, ça touche un peu tout le monde. Voilà. Et les écoles se développent. Il y a aussi beaucoup d'autres vagues dans les régions en France, donc ça veut dire que voilà, on découvre des vagues partout. Et, voilà. Et après les années 80, voilà, les années 90, il y a des champions français, les structures, les écoles. Voilà, ça brasse, ça se structure beaucoup, le surf il se structure comme un sport. Là on est rentré dans un niveau où c'est du sport, la fédé, le parcours de haut niveau, les premiers résultats. Et jusqu'à maintenant, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire, voilà. Avec un petit bémol, c'est un détail important, c'est qu'on réalise quand même qu'il y a une notion environnement, c'est-à-dire qu'on pratique quand même dans un environnement un peu privilégié. Et là, c'est les premiers un peu militants écolos qui débarquent un peu dans les années 90, comme ça, milieu 90, avec création de Surfrider Foundation, qui est une asso ici qui milite pour la préservation des océans. Et donc, on intègre ce côté environnemental dans la culture surf. Voilà. Même si c'est pas vraiment intégré par le surf business, mais en tous les cas, il y a beaucoup de surfeurs qui se retrouvent un peu dans cette idée-là. Donc voilà. Et aujourd'hui, voilà, on a des champions du monde, des championnes du monde. Les filles, elles surfent grave, les mecs aussi. On surfe les grosses vagues. Le matos, ça a beaucoup évolué, donc ça nous permet de surfer toutes les conditions. Et voilà, il n'y a plus de limite, quoi.
on a découvert quasiment toutes les vagues de la planète. Et tout ça en partant voilà, d'une petite histoire. Tout a changé, hein, mais au final, rien n'a changé. Tout a changé. On se retrouve tous à la côte des Basques. Ouais, surtout des journées comme ça, juste magnifiques. Là, en intersaison, là, franchement, c'est bien. Ouais. C'était juste parfait. Donc, et ce qu'il y a de génial, là, je sais pas s'il est là, Claudé. En fait, là, vous venez de louper Claudé Durcudoy, qui est lui. Ah, il était là? Qui vient de passer, là, il y a 2 minutes, me dire un petit coucou. T'as encore cette culture de... Ceux qui ont cette culture du surf au départ, ils la lâchent pas, quoi. Et ils sont encore là, et ils ont encore cet amour du surf, de l'océan. Là, Claudé, maintenant, il a plus de 85 ans, mais il surfe plus depuis quelques années, mais c'est toujours un passionné. Et il y a un côté intergénérationnel, quoi. Pareil, René Béguet, il descend souvent, ses enfants surfent. C'est un peu une culture de famille, mais... Ouais, donc ça n'a pas changé, mais ça a évolué quand même pas mal. Et voilà. Et Christophe, là où le père de Christophe était tout seul, aujourd'hui il y a 12 écoles de surf, 18 à Biarritz, des milliers de touristes qui viennent surfer. C'est voilà, Et il y a toujours moyen de sortir son épingle du jeu et de trouver des bonnes vagues à la côte. Je te dirais pas où, mais à une certaine marée, quelque part, un peu comme chez toi là-bas, là. Tu sais, je dirais pas où aussi. Où? Nord des Landes? Il y a un hôtel. Au sud des Landes. C'était juste une mission de niveau Mais, aussi. non, les on meilleurs, ils prennent s'amuse, toujours des vagues, hein, du c'est les timing. autres qui ont des difficultés. Non, Ouais. bien sûr, on arrive toujours à trouver des vagues. Bien sûr. Heureusement.